Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Alors Marina, aujourd'hui, comme on est à quelques jours de Noël, j'ai pensé que peut-être dans ton assiette, tu aurais du homard. Peut-être. Alors, l'idée, c'est de parler de l'histoire du homard. Cette petite histoire, finalement, c'est une histoire, mais c'est la vraie vie du homard. Je ne sais pas si tu sais que le homard, il est capable de grandir tout au long de sa vie. Donc, il grandit. Ah oui. Il continue à grandir. Il continue à grandir malgré sa carapace. Puisque le homard, il est composé d'un corps mou et d'une carapace qui est plutôt très dure, très résistante. Quand il se sent à l'étroit, parce qu'il est en pleine croissance, sa carapace commence en fait à l'étouffer, à l'écraser, à le compresser complètement. Donc il est dans une situation terriblement inconfortable, douloureuse. Et le homard, habitué à ces moments de transition douloureuse, se réfugie généralement derrière un rocher, à l'abri des prédateurs, pour pouvoir effectuer sa mue, son moment de transition. Il va rester là le temps nécessaire pour que sa carapace, d'une part, s'enlève. Et là, il est très très fragile, puisque son petit corps mou est exposé aux prédateurs. Et donc, il va rester caché aussi longtemps que le temps nécessaire pour sa carapace de redurcir. Et donc, cette carapace va naturellement se reformer et il va ainsi retrouver le confort, sa protection et pouvoir gambader et retourner vaquer à ses occupations. Loin de nous l'idée de parler vraiment du homard dans vos assiettes, c'est juste une petite allusion aux fêtes de fin d'année, mais l'idée était plutôt, Marina, de parler de ces moments de transition dans la vie, ces moments de changement qui sont pas forcément confortable. Oui, clairement, les moments de changement, ce sont des moments de crise souvent. Et moi, j'aime bien utiliser ce mot crise parce que j'avais appris que le mot crise, en fait, en chinois, comporte deux idéogrammes. Il y a celui du danger, mais celui aussi de l'opportunité. Et je trouve que ça représente bien le changement où effectivement, il y a un moment, avec le homard, il se met en danger à un moment donné, finalement. Mais en même temps, c'est l'opportunité, le fait de perdre son ancienne carapace pour en avoir une nouvelle plus grande et de pouvoir de nouveau être plus confortable. Et donc, je trouve que c'est intéressant en ce moment d'ailleurs où on est quasiment au changement d'année. Donc, on a un moment qui peut être un moment de changement pour pas mal de personnes parce que c'est des moments où on se pose des questions, on se dit qu'est-ce qu'on va mettre en place ? Est-ce que ce changement-là, j'hésite à le faire ? Est-ce que je me lance ? Est-ce que je me lance pas ? Et je pense que effectivement, il y a pour chaque changement un espèce de prix à payer à court terme pour probablement un meilleur long terme. Et souvent, dans les personnes qu'on a en face de nous, en coaching ou en thérapie, on a des personnes qui sont dans une forme d'inconfort, mais on se rend compte que souvent, pour les amener vers quelque chose de mieux, on va devoir les faire passer par ce moment où peut-être sans leur carapace, douloureux d'abord, et puis de risque, de prise de risque quelque part, de fragilité, pour arriver après à quelque chose de mieux. Donc très souvent, quelqu'un va dire, je sais pas, moi c'est difficile avec mon enfant dans telle situation, et en même temps la personne a une manière de fonctionner avec son enfant qui, même si elle est difficile et pas confortable, est peut-être, par exemple, je vais prendre un exemple, un parent qui contrôle son enfant beaucoup au niveau scolaire, par exemple, je prends un exemple un peu plus concret, au niveau scolaire, va se dire, je le contrôle, je suis tout le temps derrière, mais c'est un peu tendu, etc. Mais en même temps, ça me rassure. Donc, ça lui convient d'une certaine manière, même si elle sent, et c'est pour ça qu'en général, elle consulte, elle vient demander l'avis d'un coach ou d'un thérapeute, c'est comment est-ce que je peux fonctionner autrement avec mon enfant pour arriver à fonctionner sur la confiance et à responsabiliser l'enfant. On va devoir passer par un moment où il y a un danger, le danger que l'enfant ne se prenne pas en charge au niveau scolaire, mais en même temps, c'est en pouvant passer par ce moment-là qu'à un moment, le jeune va pouvoir sentir que comme maman n'est plus là derrière, je vais devoir vraiment bosser moi-même et c'est moi sur qui repose ma réussite et ma vie finalement.
Et donc, c'est un moment qui va être très important, mais qui va passer par un inconfort important pour le parent, puisqu'effectivement, il va passer une situation où il a le sentiment de contrôler, même si c'est moyen. C'est-à-dire que c'est pas pour ça que les résultats sont géniaux, parce que si ça marche très bien, il ne vient pas consulter, mais il a l'impression de contrôler. Et pour arriver à quelque chose de mieux à long terme, où le jeune reprend la responsabilité de sa scolarité, il va devoir passer par un moment où il lâche prise. Et donc, très souvent, on se retrouve, comme intervenant, à devoir accompagner la personne dans ce choix de soit je continue à faire comme maintenant, j'évite le changement et je reste dans l'inconfort actuel, mais quelque part qui est confortable dans le fait que je le connais, soit je passe dans une situation où je prends des risques quelque part, je me mets en inconfort peut-être plus important que l'inconfort actuel, mais pour un objectif de confort à terme. Et donc, c'est effectivement, je trouve que c'est intéressant cet exemple que tu as pris et cette illustration, parce que c'est comme ça la vraie vie, pas que Thiomar, quelque part. Oui, et moi je pense, quand on parle de transition, de changement, aussi un exemple plus professionnel, si on quitte une situation professionnelle, par exemple un employé qui devient indépendant, qui se lance dans son propre business, avec un objectif qui évidemment, sur papier ou repose sur beaucoup d'espoir, et donc dans les rêves paraît idéal, mais au moment de la concrétisation, on passe par des procédures administratives, des difficultés éventuellement financières, des moments qui sont compliqués. Oui. Et c'est peut-être aussi, alors à ce moment-là, tenir à l'esprit que on fait ça, on vit ce moment difficile ou ce moment où on est plus fragile parce qu'on tend vers quelque chose, vers ce changement qui nourrit nos espoirs. Ce prix à payer est un peu inéluctable. En fait, soit la personne reste salariée là où elle est, et finalement, si elle veut changer, c'est qu'il y a un inconfort, donc il y a un prix à payer aussi. Donc il y a un prix à payer, et ça je pense parfois on l'oublie, il y a un prix à payer dans le changement, mais aussi un prix à payer dans rester. Le homard, s'il reste dans sa carapace et qu'il ne la change pas du tout, il est dans l'inconfort en fait. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, le changement survient dans notre vie, c'est parce que l'inconfort à un moment devient tellement grand que le prix à payer par le changement peut paraître finalement lourd, mais moins lourd que celui de rester dans la même chose. Et donc effectivement, dans la vie, je pense qu'il y a peu de choses qui se font sans le prix à payer du changement ou de rester dans, je garde ma routine de salarié, mais j'accepte le fait que je ne suis pas mon propre chef, je n'ai pas des horaires, des vacances comme je veux, alors que si j'étais indépendant, je les aurais, mais en même temps, comme indépendant, je pourrais peut-être aussi travailler des soirs et des week-ends, quoi. Donc il y a un prix à payer des deux côtés. Notre position à nous, c'est vraiment de se dire, on ne pousse pas la personne à aller dans un sens ou dans l'autre, mais on essaye d'éclairer avec un spot les deux côtés pour qu'elle puisse se dire qu'est-ce qui finalement me paraît le moins pénible. Est-ce que c'est moins pénible pour moi de rester dans mon boulot de salarié, si je reprends ton exemple, et d'avoir ces contraintes horaires ou ces contraintes de chef, etc. Ou est-ce que c'est moins pénible pour moi d'avoir des moments où j'ai un peu peur, d'avoir toutes ces aléas financiers, d'avoir des contraintes administratives, mais en sachant que je réalise peut-être le rêve de ma vie dans tel projet, je suis autonome, je choisis mes congés quand je veux, donc il y a une espèce de choix à faire, et pour ce choix-là, je pense que c'est important de ne pas dire on pousse le changement, mais de vraiment se dire que la personne puisse prendre en fait bien en compte les conséquences, les risques d'un côté et de l'autre, et puis se dire quel risque je préfère prendre en fait. Oui, parce que souvent quand on est face à ce choix, on voit les avantages du changement et les inconvénients de la situation actuelle. C'est ça. Or, ce qu'il faudrait analyser et mettre en comparaison, c'est les avantages, les inconvénients de la situation actuelle et les avantages, les inconvénients du changement, parce qu'il y en a des deux côtés, il y a les deux des deux côtés finalement. Oui, surtout les inconvénients, je dirais, parce qu'en fait les avantages, on les voit et ça fait toujours c'est vraiment les inconvénients. Quel est le prix que je suis prêt à payer? Lequel des deux me semble le moins cher pour moi? Et effectivement, ça va pas être le moins cher pour mon voisin qui, lui, préférera partir comme indépendant. Moi, je préférerais rester salarié ou inversement, quoi. Donc, c'est important de se dire, c'est vraiment, pour moi, quel est le prix à payer qui me semble coûter plus cher. Parce que pour certains, aussi, je reprends l'exemple d'indépendant, l'idée de financièrement pas avoir de garantie pour la pension, etc., va être tellement cher payé que c'est juste impensable. Et c'est important de rester alors salarié. Parce que même si j'ai d'autres contraintes qui me saoulent, etc., mais au moins... j'ai pas ces angoisses, ou j'ai pas peur de mal dormir la nuit,
à cause de ça. Ou c'est pas le moment et la question peut revenir plus tard. Exactement, ça aussi. Il y a des prix qu'on est prêt à payer à un certain âge et pas à un autre. Quand j'ai tous mes enfants à charge en plein, voilà, c'est plus difficile. Ou si je suis très jeune et que je me dis j'ai rien à perdre, j'ai pas d'emprunt, voilà, je peux prendre des risques que je peux pas prendre, c'est vrai, si j'ai 45 ans et 3 enfants, voilà, à l'école et où on passe d'études supérieures, des choses comme ça, quoi. Alors aussi, une des choses à prendre en compte, c'est que le prêt à payer, en plus, Peggy, je ne sais pas d'ailleurs si le homard anticipe, mais parfois, on ne peut même pas l'anticiper. Donc, on ne peut pas à l'avance savoir ce qui va être difficile pour nous. Et peut-être même qu'on peut s'imaginer que ce qui va être difficile pour nous, ça va être toute la gestion administrative, et puis se rendre compte qu'en fait, quand on le traverse, c'est pas tellement ça qui est difficile. Et donc, il y a aussi dans cette question de choix, il y a le fait que évidemment, d'un côté, on connaît le prix à payer puisqu'on le vit au quotidien et on est dedans. Et puis, si on change, l'autre prix à payer, on va pouvoir l'imaginer, on va pouvoir essayer de l'anticiper, on peut discuter avec des gens qui ont fait le même passage, mais il reste toujours une part d'inconnu. Et donc, je pense que cette part d'inconnu, pour les gens qui restent un peu dans l'indécision, ça va être seulement en la vivant qu'on va pouvoir aller éclairer tout à fait, parce que je parlais d'un spot qu'on peut mettre dessus, mais c'est vrai que le spot sur ce qu'on vit déjà, il va être très lumineux, enfin ça va être très clair. De l'autre côté, il y aura une part d'ombre en fait. Et cette part d'ombre, c'est seulement en la vivant évidemment qu'on pourra aller la découvrir. On vous souhaite donc de très belles fêtes de Noël avec ou sans homard, en espérant que l'épisode précédent de notre podcast vous a aidé à ce qu'elle soit le plus sereine possible dans les préparatifs et surtout qu'au moment même, elle soit super sereine. Et on vous souhaite d'ores et déjà aussi d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, mais déjà un bon réveillon du Nouvel An aussi, puisqu'on se retrouve l'année prochaine, le 4 janvier. Tout à fait. Bonne année. L'année prochaine. Bonne année, Marina.